Nous revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es Netflix, tu es HBO, tu es OBS, tu es Popcorn Time, tu l'auras compris, tu es une série. What's your name? Heisenberg. Petit retour en arrière, Netflix s'est créé en 1997 et c'est à la base un service de location et de livraison à domicile de DVD. 2 ans plus tard, c'est le lancement d'un système d'abonnement pour la location et enfin en 2007, c'est le début de l'offre de streaming de vidéos en ligne qu'on connaît tous. Alors que le géant HBO s'apprête à diffuser l'ultime saison de la série de tous les records, Game of Thrones, tous les géants du petit écran avancent leur pion pour posséder la série de l'après Game of Thrones. Entre Netflix qui prépare une adaptation de The Witcher, la BBC et Amazon qui promet une série Le Seigneur des Anneaux dont le budget serait d'$1 milliard pour les 5 saisons prévues, soit en moyenne 200 millions de dollars par saison, la concurrence s'annonce très rude. Ah, et au fait, non seulement Le Seigneur des Anneaux deviendrait la série la plus chère de tous les temps, mais elle reviendrait aussi chère que 5 blockbusters hollywoodiens. C'est énorme. Et dans cette quête à la VOD, les grands distributeurs ne sont pas en reste. Le Big Five d'Hollywood, c'est-à-dire Disney, Warner, Universal, Paramount et la 21st Century Fox possèdent la quasi-totalité de toutes les chaînes qui produisent des séries aux États-Unis. Et Disney a décidé d'aller encore plus loin et de directement aller piétiner les plates-bandes de Netflix. En annonçant le rachat de 21st Century Fox pour 66 milliards de dollars, Disney met la main sur Hulu, géant du divertissement et premier concurrent de Netflix aux États-Unis. Sans compter que Disney va lancer une nouvelle plateforme de VOD avec le catalogue complet des longs métrages d'animation Disney. Et même chose en ce qui concerne les films des licences Star Wars et Marvel. Oui, Disney va dépouiller Netflix de toutes les séries Marvel. C'est pas pour rien que Netflix a arrêté de produire la série Daredevil. Avec plusieurs services de VOD, l'objectif de Disney est assez clair, permettre aux clients de choisir ce qui correspond à leurs besoins. Les grands studios sont capables de dépenser des sommes colossales pour les séries. La loi de l'offre et de la demande nous permet de comprendre que si les grands studios sont capables de dépenser autant, d'en produire autant, c'est parce que la demande est exponentielle. Mais pourquoi ? C'est plus rapide à voir qu'un film. Un épisode dure en moyenne 50 minutes et pour le spectateur, la durée est plus adaptée à ses besoins. Ensuite, il y a les scénarios qui sont aussi plus accrocheurs. En effet, ils ont pour particularité d'être assez ciblés. Le suspense se joue pas mal et les innombrables cliffhangers donnent envie de regarder l'épisode suivant. Enfin, la série peut plonger le spectateur dans un univers sur plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années. C'est très important parce que nous nous attachons aux personnages d'une série. Si on prend Game of Thrones par exemple, ça fait 10 ans que l'on est plongé dans cet univers. Regarder une série en VOD et aller au cinéma, c'est intégrer 2 circuits économiques différents. Quand on va au cinéma, on achète sa place, on regarde le film et c'est tout. Quand on regarde une série, on ne paye pas sa place, on regarde la série. L'argent a déjà été dépensé dans l'abonnement. Mais les abonnements ne sont pas suffisants économiquement parlant. Alors bien sûr, il y a la publicité. La publicité qui rapporte beaucoup d'argent et qui représente une part non négligeable des revenus d'une série. Le gros problème d'une série à succès, c'est paradoxalement son succès. Alors certes, elle marche mieux, alors elle rapporte plus, mais elle est aussi plus téléchargée. Et le téléchargement illégal ne permet pas aux chaînes de gagner de l'argent grâce à la pub. Oui, sauf que les principales sources de revenus sont ailleurs. 3 éléments sont à prendre en compte. Tout d'abord, les séries sont distribuées à l'étranger. Pour ce faire, les chaînes vendent des droits de distribution à d'autres grands groupes télévisuels étrangers. Par exemple, en France, OCS diffuse Game of Thrones, The Walking Dead et The Handmaid's Tale et donne du coup de l'argent à HBO, AMC et Hulu. Ensuite, les séries paraissent en DVD et Blu-ray. Et le cas de Game of Thrones nous montre que les DVD et Blu-ray se consomment bien. Très bien même. Enfin, les produits dérivés représentent une grande part du marché. Toujours pour creuser l'exemple avec Game of Thrones, la série a été déclinée en figurines de toutes sortes, jeux de cartes, jeux de société, jeux vidéo, verres, tasses, t-shirts et j'en passe. Pour Netflix, c'est un peu différent. N'oublions pas qu'avant de produire des contenus originaux, Netflix était seulement diffuseur. Pourtant, le service de VOD devenu géant dans le domaine propose chaque mois au moins 4 séries originales. Et la cadence ne fait qu'augmenter. Comment financer tout ça alors que la majeure partie des séries ne paraissent pas en DVD ?
Tout d'abord, en étant présent partout dans le monde. Netflix est présent dans 190 pays et comptait déjà en 2014 plusieurs dizaines de millions d'abonnés. Ensuite, Netflix a annoncé en 2016 vouloir investir 6 milliards d'euros dans les contenus exclusifs, ce qui est finalement très peu comparé aux sommes prévues par HBO, Amazon ou CBS, mais c'est que Netflix est malin. La plupart de ses contenus originaux sont en vérité des coproductions avec des géants du cinéma, comme par exemple Daredevil, Jessica Jones, The Defender, The Punisher, qui ont été coproduits avec Disney. Mais bon, comme on l'a vu, Netflix devra sans doute changer de stratégie puisqu'il ne pourra plus compter sur Disney pour collaborer dans le financement de ses séries, puisque Disney les diffusera tout seul. Le système français n'aime pas, mais alors pas du tout, le système de VOD. La chronologie des médias dans le monde du cinéma, vous savez ce que c'est ? En gros, certains voudraient redéfinir, si ce n'est remettre en cause, l'accord qui date de 2009 selon lequel un film sort d'abord en salle, puis en DVD au bout de 4 mois, et enfin à la télévision au bout de 10 mois pour Canal+, et de 12 mois pour les autres chaînes payantes. Ensuite, c'est 22 à 24 mois pour les chaînes gratuites et 36 mois pour la VOD. Vous avez déjà peut-être entendu cette histoire, mais Netflix a relancé le débat à Cannes, refusant que 2 de ses films à la sélection officielle ne sortent en salle. Techniquement, la chronologie des médias s'applique aux films qui sortent en salle, et c'est là que Netflix, par un tour de passe-passe, a réussi à outrepasser la règle. En empêchant que ces films sortent en salle, la plateforme a pu le proposer directement dans son catalogue sans attendre. Sans cela, elle aurait dû passer par le circuit traditionnel et attendre 36 mois pour diffuser son propre film. Du coup, Canal+ a gueulé en disant puisque c'est comme ça, nous on veut les films au bout de 6 mois, contre 10 actuellement je le rappelle. Mais remettre en question cet accord, c'est pas si simple parce que toutes les parties ont leur rôle à jouer. Les distributeurs n'ont par exemple aucun intérêt à voir un film diffusé sur Canal+ au bout de 6 mois, tirant profit de la vente de DVD. Les producteurs français de leur côté ont besoin des financements de Canal+ parce que comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, Canal+ paye beaucoup plus que les autres chaînes de télé pour subventionner le cinéma français. Sans compter que la chaîne cryptée se sent menacée par le téléchargement illégal. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, aurait été téléchargé plus de 4 millions de fois avant de passer sur la chaîne du groupe. Alors, je sais pas ce qu'il y a de plus grave avec le fait que 4 millions de personnes ont voulu revoir ce film, ou s'il a entraîné la perte de pas mal d'argent. Contrairement à ce que disent les patrons de la télé française, Netflix n'a pas tué la télé, elle s'est suicidée. Quand on a passé des années à produire Julie Lescaut, Joséphine, Plus belle la vie ou Navarro, on peut pas accuser Netflix. Entre la pub de 3 minutes qui vient entrecouper le programme qu'on regarde et la qualité des programmes eux-mêmes, forcément, on est moins tenté de la regarder. Imaginez de la pub pendant une série. Julien Courbet. Oui, c'est moi. Vous êtes vraiment le meilleur. Écoutez, c'est drôle. Regardez ma porte à réflexe. Julien Courbet, vous êtes génial. Écoutez, merci, ça me touche beaucoup. Mes fenêtres sont super. Mes volets aussi. Arrêt fenêtre, bien sûr. Pour finir, de grands noms du cinéma ont été séduits par la série. David Fincher, qui a entre autres réalisé Fight Club et Seven, a réalisé des épisodes de House of Cards. David Lynch, Martin Scorsese et Steven Spielberg sont aussi des habitués. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important pour moi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant, surtout, ne lâchez rien. Bisous.